Khaled Abdelafiz, bonjour. Alors, vous êtes un citoyen membre d'un collectif anti-impérialiste, le collectif Pas en notre nom. Et justement aujourd'hui à Sciences Po, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius est venu discuter de l'ingérence humanitaire et de la Syrie. Alors est-ce que vous pouvez raconter aux internautes ce que Laurent Fabius a dit aujourd'hui aux citoyens à Sciences Po? Je vais essayer. Bon, bonjour tout le monde. Voilà, on a assisté à une conférence de M. Fabius. On a souhaité intervenir, mais malheureusement les questions étaient déjà sélectionnées par l'organisateur de débat ou de la conférence. Dans tous les cas, j'ai remarqué que M. Fabius a nié à plusieurs reprises la paternité de gouvernements français ou des gouvernements occidentaux de ce qu'on appelle les révolutions arabes. Ceci, l'insistance de Fabius à nier la paternité semblait être douteuse. Donc pourquoi ? En fait, par exemple, il n'a pas arrêté de mentionner et de dire que le président Bachar al-Assad devait partir. Je m'interroge, de quel droit un ministre d'un autre État se donne le droit de remplacer le peuple syrien dans le choix de leur président? Est-ce que c'est la démocratie? Quand elle dicte des ordres de ce type-là, comme quoi le président doit partir, elle n'est pas en train de se faire le père de cette révolution, entre guillemets, qui se passe en Syrie. Ce sont des questions que j'aurais souhaité lui poser en direct, mais malheureusement, ça nous a été interdit par l'organisateur. Sans parler, par exemple, aujourd'hui, les observateurs des Nations Unies, ils ont déclaré, par rapport à massacre de Houla, comme quoi ils sont incapables, d'après leur enquête, de désigner le criminel. Le gouvernement syrien a fait ses enquêtes et d'après l'identité des gens massacrés, on sait qu'ils sont des gens proches aux personnes qui viennent d'être élues à l'Assemblée nationale syrienne. Donc on voit mal que le gouvernement syrien assassine ces gens-là. Mais on va se limiter maintenant par rapport à la déclaration des observateurs des Nations Unies qui disent qu'ils sont incapables de dire qui est le criminel. Alors, dans ce cas, comment le gouvernement français prend des décisions fermes en accusant le gouvernement syrien que c'est lui qui a commis ces crimes et ces assassinats? C'est un peu intriguant de se baser sur des rumeurs pour prendre des décisions graves, comme par exemple l'expression des diplomates. Tout ça, ça montre que le gouvernement français joue plutôt le rôle de paternisme, de paternité de cette révolution que j'appelle pupille de nation, sans parents. Merci. Alors il y a eu des questions posées en fin de conférence. Qui a posé ces questions et est-ce qu'elles apportaient une quelconque contradiction avec ce qui avait été dit tout au long de la conférence? Mais justement, il y avait, on va dire peut-être 4-5 questions qui étaient posées, mais qui étaient sélectionnées auparavant, même avant l'entrée en amphithéâtre. Les personnes qui ont posé des questions, c'était des gens qui allaient dans le même sens du discours de Fabius. Il n'y avait aucune contradiction, aucune volonté de mettre en vérité, en lumière la vérité. C'était des gens qui étaient même connus, leur nom était dans la liste qui avait l'organisateur. Est-ce que c'est comme ça qu'on mène un débat véridique? Très bien. Bah, merci. Jean-Paul Sopo, bonjour. Vous avez vous aussi assisté à la conférence de Laurent Fabius. Si vous pouvez donner votre sentiment aux internautes. Très bien. Ben écoutez, quand on arrive dans une conférence de ce type-là, on s'attend à ce qu'un gouvernement qui a fait une campagne sur fond de beaucoup d'espoir, on est un peu déçu après les propos de Laurent Fabius sur la politique générale de la France vis-à-vis du monde arabe. Mais il aurait très bien pu faire le même discours vis-à-vis
de l'ensemble des anciennes colonies, si je peux le dire comme ça. Mais le sentiment avec lequel je ressors, c'est énormément de frustration, parce qu'on a toujours le sentiment, en tout cas ce discours laisse le sentiment que c'est toujours la même politique de la France, quelle que soit l'alternance, que c'est toujours le même leitmotiv derrière qui est caché, c'est-à-dire cette volonté répétée, inaliénable, inaltérable de récupérer les situations. On parle du monde arabe. La révolution des printemps arabes, elle est récente. J'ai du mal à comprendre qu'on instaure déjà des débats de fond sur quelque chose où on n'a même pas encore fini de comprendre ce qui est en train de se passer. On a un président égyptien qui vient d'être élu. On ne connaît pas véritablement son programme parce qu'il a encore pour l'instant les mains liées par la junte militaire. On ne sait pas si les militaires vont lui redonner toutes les prérogatives du pouvoir. Ce n'est pas sûr. Donc un de ses premiers jobs, c'est déjà de négocier ça. Et en France, on se permet de faire un discours qui puisait le ministre des Affaires étrangères, de redessiner une cartographie du monde arabe. Comment voulez-vous sortir d'une conférence de ce type-là avec un sentiment de satisfaction? Moi, pas en tout cas. C'est quasiment impossible. En plus, sur le temps imparti, sur les questions lesquelles il fallait répondre, je veux dire, il fait un discours, on va dire, sibyllin de 45 minutes et on consacre à peine 20 minutes pour les questions, dont une moitié qui est prise par un seul interlocuteur, fût-il ambassadeur. De qui se moque-t-on? Alors, Michel Rimbaud, c'était pour avoir votre sentiment sur la conférence qu'a donnée M. Fabius ici à Sciences Po aujourd'hui. Je dois dire d'abord que je suis un petit peu déçu, ou plutôt je ne suis pas déçu, parce que c'est exactement ce que j'attendais du ministre des Affaires étrangères. J'étais déçu qu'on ne donne pas quand même la parole. On était censé assister à une conférence débat, et or il restait 10 minutes pour le débat, et les débatteurs, les poseurs de questions avaient déjà été choisis par avance, et donc on n'avait aucune chance d'apporter la moindre parole de contestation. Sur le fond, moi je trouve que bon, tout ce qui a été dit sur les printemps arabes, bon, il y a des choses qui sont exactes, il y a des choses intéressantes, il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont faux. Je pense notamment au dossier libyen et au dossier syrien, et au dossier syrien tout à fait en particulier, parce que je pense... Ce qui a été dit exactement ce qui a été dit, on a présenté, disons, tous les clichés qu'on présente en général sur la Syrie, c'est-à-dire les responsabilités des massacres, le massacreur en chef, et puis la révolution pacifique, disons, les aspirations démocratiques, et sans nuance, quoi. Et puis des massacres, une responsabilité unilatérale venant du gouvernement syrien, de l'armée syrienne, des forces de sécurité syriennes, et puis la communauté internationale qui doit se mobiliser aux côtés de tous les protestataires pacifiques, en zappant complètement les attentats, les bandes armées, les miliciens internationaux qui ont fait irruption sur la Syrie, et puis le soutien, on admet, on gobe comme une parole bénie, comme une parole d'évangile, j'allais dire, le fait qu'une révolution puisse être soutenue par le Qatar, l'Arabie Saoudite, et puis la Turquie de M. Erdogan, voire même par les États-Unis, et voire même par M. Cameron, sans parler d'autres gouvernements. Bon, tout ça, je trouve que c'est un petit peu quand même prendre les gens pour des imbéciles. Et puis ensuite, je note qu'on n'a pas mentionné, on a abondé en fait dans le sens du battage du mur de manipulation, de mensonges, de désinformation médiatique, et puis de cet unanimisme de la classe politique, médiatique, intellectuelle autour des événements de Syrie, autour de la crise libyenne, puisqu'on veut reproduire en Syrie le scénario libyen, sans dire ce qui est advenu justement du scénario libyen, les violations du droit international, le nombre des victimes qui est probablement plus élevé par l'intervention OTAN que les victimes de Kadhafi, et puis ce qui est devenu la Libye, il n'y a plus de gouvernement, il y a des centaines de conseils révolutionnaires, de milices, il n'y a plus de Libye, en fait il y en a 3 ou 4, pour ceux qui l'aiment beaucoup, il y en a 3 ou 4, non plus une seule, et donc je dirais on veut reproduire le même modèle en Syrie, et puis on trouvera des gens qui disent je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait. Moi je trouve ça odieux, et puis je suis littéralement révulsé par cet unanimisme de la classe, d'approuver ainsi avec autant de cynisme et d'assurance et de gloriole les violations du droit international, la souveraineté des États, le principe de non-ingérence, qui ne sont pas seulement des à côté, ce sont les fondements du droit international tel qu'il existe, et puis de justifier au fond par tous les prétextes, faire comme si il y avait un nouveau principe qui avait surgi dans le droit international alors que c'est pas vrai, qui serait le devoir de protection humanitaire, qui sert à justifier bien sûr pas l'ingérence, pas les droits de l'homme et la démocratie et les libertés, bon, tout le monde s'en fout, mais qui sert à justifier finalement le droit de s'ingérer, de changer le régime. On le dit
dit clairement, on ne se cache même pas, puisqu'on dit que Bachar el-Assad doit partir. Mais de quel droit un dirigeant occidental dit-il ça? De quel droit? Depuis quand est-ce qu'il appartient aux Occidentaux de déterminer qui doit partir, qui doit rester, etc. Et puis ce qui est une révolution? Est-ce que les pays occidentaux et le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie de M. Erdogan sont vraiment des partis traditionnellement révolutionnaires? Je ne suis pas très sûr. Enfin, c'était ça les questions que je me posais. Et donc, je pourrais m'en poser plein d'autres, mais je trouve que dans les révolutions arabes, finalement, je ne nie pas du tout la représentativité et la légitimité. J'accorde une certaine légitimité aux partis islamistes, même aux frères musulmans. Dans tous les temps, ce sont des pays musulmans dans leur majorité. Il y a des minorités religieuses dans certains d'entre eux qui doivent être respectées, mais je n'ai pas d'obsession sur les minorités religieuses. Mais par contre, et je pense que les frères musulmans dans tous les pays arabes ont eu une certaine légitimité parce qu'ils ont été persécutés, réprimés souvent d'une façon atroce, c'est vrai, et ça je ne le nie pas. Et je ne nie pas que quand ils viennent au pouvoir par un processus démocratique comme ça semble être le cas en Égypte par exemple, bon, ils ont une légitimité, voyons-les à l'œuvre, pourquoi pas. Mais on n'a pas le droit, quand on veut gouverner un pays, d'arriver au pouvoir en massacrant, en faisant détruire son pays, en bombardant, en faisant des attentats, des victimes civiles, etc. C'est une vieille histoire, c'est une vieille technique, provoquer des milliers de victimes civiles pour créer un sentiment d'indignation dans les populations et justifier ensuite une intervention à prétexte humanitaire qui est en réalité une prétexte pour semer le chaos dans le pays qui est visé. C'est une vieille histoire. Donc je pense que tout ça c'est un gigantesque mensonge et je crois que bon, je trouve que ça méritait d'avoir son mot à dire. Et quant à la liberté démocratique, la liberté de pensée et d'expression, je trouve qu'elle en a pris un bon vieux méchant coup en France, puisque effectivement on peut dire ce qu'on pense, mais à condition de trouver une occasion et de trouver un média pour l'exprimer. C'est ça. Et donc finalement, c'est vrai que la liberté, j'allais me féliciter, si j'avais pu parler, si on nous avait laissé le loisir, à supposer que j'ai des retenues, je vois que j'avais très très peu de chance, mais donc j'aurais dit que c'était une bonne nouvelle pour la liberté démocratique, non pas en Syrie mais en France, qu'au fond on laisse exprimer des points de vue divergents et qu'on en voyait de plus en plus dans la presse quand même, y compris dans la presse, disons papier et les principaux médias d'information. Je suis satisfait de voir qu'on voit de plus en plus de voix discordantes qui disent au fond ce que je dis en ce moment, ou à peu près, ou sous des versions diverses. C'est vrai que j'ai lu avec intérêt les déclarations par exemple de M. Bricmont, mais également d'hommes politiques, pas seulement d'hommes politiques, y compris des déclarations de journalistes australiens, américains, britanniques, allemands, différentes nationalités, de journalistes français, peu, seulement maintenant, on voit quelques articles qui apparaissent. Bon, c'est tout. Voilà, c'est tout. Oh, j'aurais pu vous parler encore pendant un petit moment, mais enfin, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais pour aujourd'hui. Merci. Merci. Je pense que c'est ma conviction, hein. Je ne cherche à l'imposer à personne, mais comme elle est loin de s'imposer à tout le monde, donc je pense que c'était intéressant de la dire. Très bien, merci beaucoup. Aïssa Armidani, vous vouliez témoigner aussi de la conférence qui s'est tenue aujourd'hui? Merci beaucoup d'abord à votre mouvement de journalistes, comment dire, de vrais journalistes comme vous dites, et merci de pouvoir transmettre toutes nos voix. Alors d'abord j'étais j'étais pas surprise, mais en fait c'était quand même très câblé et ça évitait la moindre contradiction et que la moindre question s'exprime dans cette conférence de M. Fabius. Ça c'est d'une part. Donc ça c'est sur le descriptif. Maintenant sur le contenu, je trouve que M. Fabius a bien exprimé effectivement la politique française qui est un regain de la politique de domination coloniale au Moyen-Orient et dans les pays arabes, l'intégration des pays du Maghreb, le fait qu'ils aient soutenu, et il le dit clairement et ouvertement, le mouvement de rebelles en Syrie, alors qu'ils ont quand même complètement ignoré toutes les réformes qui ont été faites, et ils ont ignoré aussi, je dirais, le mouvement de Bahreïn, qui est lui effectivement pacifique et populaire, et par contre ils n'ont pas répugné à céder avec les forces terroristes d'Al-Qaïda, de toutes les forces réactionnaires du Moyen-Orient, que sont l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec lesquels ils pactisent bien sûr tout ça pour apporter la démocratie à la Syrie, au peuple syrien, qui souffre de la discrimination des femmes, paraît-il, et qui souffre de la discrimination communautaire, paraît-il aussi,
Alors je tiens à dire quand même que moi la discrimination homme-femme, je l'ai connue en venant en France. Moi je suis syrienne et je suis en France depuis 40 ans. En France j'ai été refusée, rejetée, ma candidature a été rejetée de l'Institut français du pétrole parce que je suis une femme. La lettre que j'ai reçue disait clairement une femme ne peut accéder à notre institut que si elle est envoyée par son pays, par son gouvernement. Donc, côté droits des femmes, merci Monsieur Fabius. Nous, on le sait avant vous. La femme syrienne vote depuis 1945, Monsieur Fabius aussi. Et donc, tout ça, c'est très important. Mais nous n'avons pas besoin ni de leur tutelle pour faire notre démocratie, ni de la tutelle des États-Unis, ni de la tutelle de la France, ni de la tutelle de l'OTAN, ni de la Turquie, encore moins. Alors, tout ça, c'est pour dire réellement que tout ça, c'est un retour au colonialisme en force en France. Et je le regrette parfaitement parce que, en fait, il y avait peut-être une petite tendance ou une petite possibilité qui sont en train de casser, de créer des rapports égalitaires, de respect réciproque entre la Syrie et la France, et de coopération et de collaboration pour le bien des deux pays. Et je crois que dans cette coopération aujourd'hui, ou peut-être dans ce sabotage aujourd'hui de la Syrie, parce que la France y participe et elle est un peu la tête de pont, ils sont en train de brûler toutes les cartes et c'est malheureux. Moi, en tant que Syrienne, je dis c'est malheureux. En tant que Française, je dis que c'est malheureux parce que tout ce que j'aurais préféré en tant que Française et en tant que Syrienne, c'est qu'il y ait une véritable coopération constructive qui se fait dans le respect des deux pays et le respect des deux peuples et surtout sans aucune ingérence dans nos affaires internes et surtout aussi sans aucun recours ni au terrorisme et sans nous imposer les modèles qu'ils veulent et que la France veut ou que l'Occident veut. Et je vous remercie.